Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un sujet qui s'inscrit dans un fil rouge assez long que nous déroulons autour de la question de la transition énergétique, puisqu'on consacre quand même pas mal de réflexions à ce grand thème qui nous préoccupe évidemment. Et plus précisément, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est une sorte de rebond à une conférence que nous avions organisée l'année dernière où on s'était intéressé au comportement des ménages et à leur rôle dans justement la transition énergétique, partant du principe que les technologies évidemment sont importantes, mais que les comportements et donc un regard aussi plus sociologique ou socio-économique étaient très importants. Et c'est lors de cette conférence et des échanges qui avaient suivi que nous avons touché à cette problématique de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui pour répondre à différentes questions que nous avions donc abordées précédemment. La rénovation du stock bâti est évidemment un enjeu majeur dans des perspectives de transition énergétique. Et nous allons aujourd'hui observer les motivations et les blocages face aux défis que représente la réduction d'une consommation énergétique qui est bien trop importante en général au niveau de l'habitat. Et pour en parler, nous avons réuni deux intervenants. L'un est issu de l'Université de Liège. Il s'agit de Guirec Rouelan, qui fait un petit signe, il a sa caméra allumée en tout cas. Il est doctorant au sein de la faculté de sciences appliquées, département Argenco, spécialisé donc dans les techniques de construction des bâtiments, et il est également architecte. Il partage son temps entre ces deux emplois du temps. Et notre autre intervenant, il s'agit de Thierry Loreis. Il est le cofondateur, merci, bonjour, il est le cofondateur de la coopérative Corénov, qu'il vous présentera un petit peu plus tard. Alors, ils se sont rencontrés pour la première fois en vue de cette rencontre. On s'est connecté il y a quelques semaines pour échanger et présenter et enfin, préparer cet échange. Et ils se sont trouvés un point commun, mais c'est aussi pour ça qu'on les avait réunis. C'est que tous les deux considèrent évidemment, enfin, comme je l'ai dit déjà, que les technologies sont très importantes, mais qu'une approche sociologique et socio-économique prime aussi pour accompagner ces changements et penser la rénovation du bâti. Et vous verrez que ce seront donc des points très prégnants dans leur exposé. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis là à triple titre, mais quand même principalement avant tout parce que je suis chercheur et que je fais mon doctorat sur le thème de la rénovation énergétique et plus particulièrement d'inclure des questions sociales sur les occupants du bâtiment dans ce thème de la rénovation énergétique qui est généralement plus ciblé sur deux choses, c'est-à-dire sur la technique et sur l'aspect financier où on oublie parfois un peu l'occupant. Et donc, c'est un peu, quand on en discutait avec Thierry, pour se répartir un peu nos deux présentations et éviter que ce soit redondant, ben, on a décidé que je me ciblerai un peu plus sur une présentation générale des différents enjeux, des différents freins euh, qui ont été estimés par, non seulement par les études que je fais, mais par plein d'autres études, vu qu'il y a quand même énormément d'études sur le sujet. Je sais que certains d'entre vous en particulier auront sûrement des choses à dire à ce sujet. Alors d'abord, un bref rappel sur le contexte wallon. Bref, parce que de toute façon, je pense que si on est là, c'est qu'on est tous quand même plus ou moins concernés. J'ai souhaité commencer par un graphique de l'Agence internationale de l'énergie qui cible les différents avantages de l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est vrai que quand on parle amélioration de l'efficacité énergétique, souvent on pense d'une part économie d'énergie et donc économie financière et d'autre part diminution des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est quand même important de se rappeler qu'il y a énormément d'autres avantages et d'autres impacts de cette amélioration. Et encore ici, ce graphique ne concerne que l'amélioration de l'efficacité énergétique, mais quand on parle de rénovation énergétique, il y a aussi le mot rénovation. Et là encore, il y a tout un tas d'avantages à rénover et je parlerai en particulier un peu plus tard du confort qui n'est pas forcément pas une amélioration de l'efficacité énergétique mais qui est quelque chose d'absolument essentiel à garder en tête quand on parle de rénovation énergétique. Alors en Belgique et plus particulièrement en Wallonie, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement par rapport à nos voisins un stock bâti qui est particulièrement ancien pour des raisons historiques, hein, ce qui est quand même une chance aussi quand on pense à des villes anciennes, mais ce qui a aussi un impact sur leur efficacité énergétique.
On a aussi, pour des raisons historiques, une forte proportion de maisons unifamiliales. On a assez longtemps favorisé le fait d'avoir sa maison 4 façades sur son terrain, et ce qui a aussi un impact sur l'efficacité globale du stock bâti. Et enfin, c'est un peu le corollaire des 2 points précédents. On a une faible pénétration des améliorations énergétiques, de l'isolation, des systèmes de ventilation, des systèmes de chauffage performants. Donc, ce qui a forcément un impact sur l'efficacité du stock bâti, mais ce qui peut être aussi un atout si on réfléchit en termes d'opportunités, étant donné que il y a un truc bien connu quand on parle de rénovation qui est le lock-in effect, donc le fait que quand vous rénovez une première fois, en général, vous allez attendre très longtemps avant de rénover une deuxième fois parce qu'il faut rentabiliser le premier investissement. Et donc ici, il faut aussi voir que si on a un stock qui est très mauvais, potentiellement, c'est un gros potentiel d'amélioration et donc ça fait qu'on peut, entre guillemets, gagner beaucoup d'argent et trouver beaucoup d'avantages à rénover, là où des pays qui ont des stocks un peu plus performants trouveront moins d'avantages à rénover. Donc c'est toujours un peu voir le verre à moitié plein aussi dans ce constat-là. Et en tout cas, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'avantages à rénover, on voit un taux de rénovation qui reste relativement stable. Ici, c'est un graphique que j'avais fait en 2017, mais il est toujours relativement au même niveau. C'est-à-dire qu'on a beau encourager depuis des années, pour ne pas dire des décennies maintenant, la rénovation et dire qu'il faut rénover, on voit que le taux de rénovation reste stable. Et alors, ça représente aussi autre chose qui est vraiment important pour un chercheur comme moi. Ici, vous avez donc le taux de permis pour les rénovations et en fait, vous apercevez très rapidement que ce n'est pas forcément représentatif de toutes les rénovations. En fait, il y a plein de rénovations qui ne nécessitent pas de permis, mais qu'en fait, on a un manque de connaissances là sur toutes les rénovations qui passent un peu sous le radar, tout ce qui est isolation par l'intérieur, tout ce qui est changement des châssis, tout ce qui est nouveau système d'énergie plus efficace. Et donc là, c'est aussi un constat qui est de dire, en fait, en Belgique, mais même globalement dans la plupart des pays, on sait assez peu comment le stock se rénove en fait et comment est-ce qu'il s'améliore. Alors, un dernier point sur ce constat, c'est de rebondir sur la stratégie wallonne de rénovation qui a été publiée par l'ancienne DGO 4 en 2017, suivant 3 axes. Donc, il y avait un axe institutionnel sur les bâtiments publics. Il y avait un axe sur l'offre dont on parlera assez peu, mais qui aussi mérite une attention particulière. Je sais que Thierry en évoquera peut-être un tout petit peu cette question-là. Et surtout, il y avait un axe donc sur la demande, sur comment est-ce qu'on devait mobiliser les occupants. Ce qui est très bien en fait parce que ça recoupait déjà pas mal d'informations qui avaient été données précédemment et pas mal d'études. Mais ça reste encore centré sur 2 aspects. D'une part, ça considère encore les occupants comme des acteurs économiques rationnels qui sont intéressés par la rentabilité du projet. Or, on sait que c'est en fait relativement rare d'investir juste pour un retour financier. Ce n'est pas la raison principale de la rénovation, surtout que c'est des investissements lourds. Et d'autre part, on parle beaucoup de sensibilisation à l'environnement. Et en fait, on s'aperçoit que la sensibilisation, soit vous êtes déjà sensibilisé, et donc souvent vous avez déjà fait beaucoup de démarches pour rénover votre bâtiment, soit vous n'êtes pas forcément, enfin, ce n'est pas votre priorité principale. Et dans ce cas-là, ce n'est pas 2 ou 3 actions de sensibilisation qui vont fondamentalement vous pousser à investir des milliers d'euros dans un chantier de rénovation avec toutes les conséquences que ça engendre. Et donc, il y a encore, selon moi, dans cette stratégie, un manque de prise en compte de ce qui motive réellement les occupants dans leur consommation d'énergie et dans leur volonté de rénover. Donc, les 2 points que je vais développer à présent. Parce qu'en effet, le premier acteur de la consommation dans le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment en tant que tel, c'est avant tout la personne qui occupe ce bâtiment. Et alors ici, effectivement, j'ai dû vous faire un petit graphique pour expliquer ce que c'était que l'effet rebond, qui doit déjà être connu par un certain nombre d'entre vous, mais c'est vrai qu'en fait, l'effet rebond, souvent on en parle pour ce qui est de l'industrie ou de l'automobile, par exemple, mais en fait, pour ce qui est du bâtiment, je n'ai pas trouvé de graphique très convaincant, donc j'ai essayé de vous le représenter avec ici 3 courbes qui représentent, pour un même bâtiment, 3 niveaux d'efficacité énergétique. Et donc, ici, le trait noir qui représenterait, par exemple, une rénovation d'un bâtiment qui est PEBG et qui passe en PEBC. Et donc ici, on voit que le gain théorique espéré, suivant les simulations, la PEB entre autres, est représenté ici par le gap qui sépare les 2 courbes. Or, en fait, ce qui se passe en réalité déjà, c'est que quand on rénove, quand on améliore l'efficacité énergétique d'un système, quel qu'il soit, que ce soit une voiture, un logement ou un système industriel ou que sais-je, en général, ce qui se passe avant tout, c'est pas qu'on va économiser de l'énergie, c'est avant tout qu'on va augmenter la consommation de ce système. Ce qui est bien connu dans l'effet rebond.
Alors, on a la chance dans le bâtiment, en fait, ici, par exemple, ça va être une augmentation de la température. On a la chance que plus vous augmentez l'efficacité énergétique, plus cet effet rebond a un impact faible sur le bâtiment et sur sa consommation, mais ça a quand même un impact, entre guillemets, négatif parce que ça diminue le gain théorique. L'autre effet dans le bâtiment, c'est qu'on a un bâtiment théorique. On pense, en fait, on théorise que les bâtiments sont tous chauffés à 21 degrés dans la PEB ou dans le PHPP pour les maisons passives. Or, en réalité, ce qui se passe, c'est que tous les habitants qui habitent dans des logements avec une PEBG ou une PEBF savent très bien qu'ils vont déjà adapter leur consommation pour des raisons autant économiques que même de simple logique de consommateur. Et donc, en fait, on diminue en général la température à l'intérieur du logement qu'on occupe. On ne chauffe pas toutes les pièces. On va diminuer la température en journée quand on n'est pas présent et qu'on n'est pas confiné. Toutes ces choses-là qui font ce qu'on appelle un effet prébond, qui est en fait le corollaire de l'effet rebond, mais avant la rénovation, parce qu'en fait, on consomme beaucoup moins que ce qui est prévu par la PEB. Hein. Tous ceux qui ont fait une analyse PEB ou un audit énergétique savent très bien qu'en réalité, s'ils sont dans une PEBG, ils ne vont pas consommer du tout autant que ce qui est prévu par la PEB. Et donc, tout ça fait que sur le gain théorique, il est amputé de ces effets-là, et que c'est aussi un gain financier qu'on va présenter aux occupants. On va leur dire, vous avez gagné autant, mais en fait, c'est un gain financier qui va être moindre, dont il faut être conscient, en disant bien qu'en fait, le gain financier ne va pas être celui qui est estimé, mais il va être a priori inférieur parce qu'il y a des effets à côté de ça. En parallèle, et c'est un peu pour aller un peu plus loin que l'effet rebond, comme je vous le disais, donc on ne chauffe pas à fond les logements parce qu'on ne chauffe pas à 21 degrés parce que ça coûte trop cher. Il y a toute une partie de la population qui simplement n'a pas les moyens, même si elle le souhaitait, de chauffer convenablement les logements. Et on voit qu'en Wallonie, c'est quand même quelque chose d'assez critique. Ici, donc, la Fondation Roi-Baudouin estime qu'en Wallonie, c'est plus de 20% de la population, ça veut dire plus d'un logement sur 5 qui est concerné par la précarité énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment chauffer beaucoup moins et qui soit n'a pas les moyens de chauffer, soit veut quand même faire des économies de ce point de vue-là. Et c'est quand même une part non négligeable de la population qui est dans ce cas-là. Et ça a aussi un impact sur la capacité de ces ménages, on en reparlera juste après, à être capable d'envisager des travaux de rénovation, parce que si on n'a pas les moyens de payer déjà les factures d'énergie, envisager des travaux de rénovation, c'est encore d'un autre niveau. Parallèlement à ça, je voulais quand même faire un petit rappel aussi qui me paraissait important à partir du moment où on parle des occupants, et parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu quand on parle de rénovation, en tout cas, sauf quand on en parle entre experts, c'est l'impact aussi sur la santé. Quand vous diminuez la température d'un logement au-delà d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'on peut chauffer encore à 18 degrés et ne pas avoir de problème, mais quand vous descendez en dessous, ou également au niveau des systèmes de ventilation, quand vous n'avez pas de système de ventilation, ça a aussi un impact non négligeable sur la santé des occupants. Et cet impact se traduit aussi par un coût pour la société, vu qu'on a la chance d'être dans un pays où pour l'instant on a quand même une socialisation des coûts de santé. Et donc je pense aussi qu'il est nécessaire d'avoir ça en tête quand on parle de politique de rénovation, de bien se dire que ça a des externalités positives en termes de santé et donc de coûts de santé. Et je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait aussi à l'ordre du jour de parler de ces effets-là. Alors ici je vous présente très rapidement les résultats d'une étude que je suis en train de publier. Mais sans entrer dans tous les détails de l'étude, je voulais souligner deux choses. Déjà, vu qu'en fait, c'était une régression linéaire que je faisais entre différents aspects techniques du bâtiment et socio-économiques des occupants. Et je croisais tout ça par rapport à la PEB d'un logement. Et il y a deux choses surtout que je voulais soulever aujourd'hui. C'était d'une part cette catégorie 2 de revenus, la catégorie 1 étant un peu particulière, mais la catégorie 2 qui est une catégorie de population qui déclare entre 10 et 20 000 euros par an de revenus, donc des revenus très faibles. Et on voit ici qu'elle habite des logements qui sont beaucoup, beaucoup moins efficients que les autres logements. Donc, c'est-à-dire que non seulement vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens de payer les grosses factures d'énergie, mais en plus, vous les mettez dans les logements qui sont en plus mauvais état. Donc là, il y a vraiment une corrélation extrêmement négative. Et il y a un vrai effet de seuil, c'est-à-dire qu'après, il n'y a pas une croissance où quand vous augmentez un peu votre revenu, vous habitez dans des meilleurs logements. En fait, dès que vous êtes dans des catégories de revenus un peu plus, on va dire, médianes, que ce soit les catégories 3, 4, 5 ou 6 qui ne sont pas représentées, ou même des très hauts revenus, finalement, il y a énormément d'incertitudes. Vous pouvez habiter dans des bons logements ou dans des logements très peu efficients, mais il y a très peu de corrélation, alors que la corrélation est clairement visible quand vous êtes sur des personnes, des catégories de population qui sont assez précarisées.
Un autre détail aussi, parce que ça c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on sait et même par rapport à ce que je vais vous dire juste après, on voit que les propriétaires habitent des logements qui sont en moyenne moins efficients que les locataires. Alors c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on sait sur les difficultés qu'ont les locataires à faire rénover, mais ça peut aussi s'expliquer par d'autres aspects, comme le fait que les locataires habitent souvent dans plus d'appartements, là où les propriétaires sont souvent propriétaires de maisons mitoyennes ou quatre façades, donc des logements qui sont en termes de géométrie moins performants. Également le fait que la Belgique ayant beaucoup favorisé l'acquisition de logements, même pour des personnes ayant des revenus assez limités, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec un logement mais qui n'ont pas les moyens de le rénover. Donc elles ont l'avantage d'être sécurisées en termes de logement, mais elles se retrouvent dans une difficulté à trouver les moyens de rénover également. Et donc ça me permet de rebondir un peu sur le deuxième point que je voulais développer, au-delà du fait qu'on soit acteur de la consommation d'énergie du logement, forcément l'occupant c'est aussi le premier moteur, celui qu'il faut mobiliser en premier lieu pour rénover. Déjà parce que pourquoi on rénove, et là je vais rebondir sur ce que je disais sur l'effet rebond, hein, qui est souvent vu comme quelque chose de négatif, mais en fait l'effet rebond c'est principalement pour du confort qu'il y a un effet rebond. Et alors là, il faut bien le voir comme aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est un levier à mobiliser pour rénover. Souvent, les gens rénovent pour avoir plus de confort. C'est une des premières raisons de rénover. Et on le voit en particulier avec le cas du double vitrage, qui est l'amélioration de l'enveloppe la plus courante. J'ai mis 70%, mais ça doit être même plus maintenant parce que ça date de 2011 comme estimation. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de double vitrage alors que finalement, d'un point de vue financier, c'est pas du tout le plus rentable, très loin de là? Simplement parce que pour les personnes qui habitent dans une maison, un double vitrage, ils voient la différence directement. Ils n'ont plus de condensation le matin et ils n'ont plus cet effet de paroi froide qui est très flagrant. Et donc là, on voit que les gens ils sont prêts à mobiliser quand même des moyens pour des questions de confort. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer quand on cherche des moyens d'augmenter la rénovation. Alors, il faut aussi je mets deux petits bémols sur cette question du confort, vu qu'il faut aussi prendre en compte quand on rénove à faire attention aux questions de risque de surchauffe, c'est-à-dire que si on isole par l'intérieur, par exemple, quand on est dans une ville qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur, on peut engendrer des risques de surchauffe. Et par ailleurs, quand on parle de confort, on parle aussi de sensation de confort. Hein, et là-dessus, le fait qu'on ait besoin de contrôler la température de son logement est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes et qui passe assez souvent sous le radar. On a tendance à vouloir automatiser beaucoup parce qu'on se dit que ce sera plus efficace, mais sauf que pour les personnes, ça se traduit par une sensation d'inconfort parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur environnement. Et donc là, c'est aussi des petits points que je voulais soulever avec vous pour vous faire réfléchir là-dessus. Alors ici, c'est les résultats d'une étude de l'université de Hasselt, où ils font la distinction entre les déclencheurs de la rénovation et les objectifs de la rénovation. Et on voit en particulier que tout ce qui est sustainability, environnemental, c'est souvent un objectif de la rénovation, mais c'est rarement un déclencheur. Enfin, seulement 26% en fait, ce qui est une grosse différence entre les deux. Alors que par contre, le confort, c'est en même temps un déclencheur et en même temps un objectif vraiment très important. Alors pourquoi est-ce qu'on rénove? Forcément, quand on est propriétaire de son logement, c'est assez simple, mais il y a aussi tout un tas de cas où il y a des intérêts contradictoires. Et alors là, on pourra en parler plus. Hein. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais c'est vrai que le cas du locataire est très symptomatique de ce split incentive, vu que le locataire gagne à avoir un logement qui est plus efficace, mais que c'est le bailleur qui doit investir pour avoir un logement plus efficace. Même chose quand vous êtes dans un immeuble à appartement, souvent il y a déjà, il faut se mettre d'accord entre tous les copropriétaires et puis même le syndic n'a pas forcément intérêt à faire beaucoup de travaux qui leur demandent un surplus de travail. Et enfin, on peut aussi soulever la question de la durée d'occupation, en particulier pour des personnes qui habitent dans la même maison depuis 20 ou 30 ans et qui finalement savent qu'ils n'occuperont plus que pendant une dizaine, une quinzaine d'années suivant leur âge. Quel est l'intérêt pour eux d'investir dans un logement qu'ils n'occuperont plus très longtemps alors que ça marchait très bien jusqu'à présent? Et en plus, alors que les banques n'ont pas forcément envie de prêter quand vous atteignez un certain âge. Donc là aussi, il y a des intérêts contradictoires qu'il faut réussir à résoudre au cas par cas, même si chaque cas individuellement ne représente que quelques pourcents du stock total du bâtiment. C'est vrai qu'au total, c'est aussi tout un ensemble de cas auxquels il faut réfléchir.
Alors, quelques pistes aussi hein, pour aviser, c'est quand est-ce qu'on rénove. Ben, il y a des moments clés dans la vie d'un bâtiment lors desquels il est plus simple de rénover. Je pense en particulier à l'achat du bâtiment. Et là, je pense en particulier qu'il est nécessaire de mobiliser davantage les acteurs de la rénovation sur ces moments clés. Pour l'instant, il y a juste un certificat PEB qui est obligatoire quand on achète un nouveau bâtiment et peut-être qu'il faut mettre en place d'autres politiques plus poussées, que ce soit à partir d'incitants ou de réglementation, euh, pour, pour agir sur ces moments clés. Et tant qu'on en est à parler des moments clés, quelque chose qui est un peu lié à ça de manière inverse, c'est l'impact de tout ce qui est fait du do-it-yourself, donc de tout ce qui est fait par les occupants eux-mêmes. Je parlais au tout début de tout un tas de travaux qui passaient sous le radar, mais alors en particulier tous les travaux qui sont faits par les occupants. C'est quelque chose que même les professionnels du bâtiment n'ont parfois pas envie de réfléchir à ça, tout un tas de raisons, parce que c'est vrai qu'on sait que techniquement ça pose des difficultés, qu'il faut que les rénovations soient bien faites pour qu'elles soient saines, etc. Mais c'est aussi une réalité qu'il faut prendre, je pense, en compte. Il y a plein de personnes qui n'attendent pas un avis professionnel pour décider de faire un doublage intérieur d'isolant. Et donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui devrait davantage intervenir parce que là, du coup, c'est quelque chose qui échappe un peu à ces moments clés dont je parlais juste avant et qui permet d'intervenir de manière beaucoup plus continue dans le bâtiment en acceptant que certaines personnes sont quand même capables de faire des améliorations énergétiques de leur logement et que c'est assez souvent dans la philosophie aussi, dans la culture belge du logement, d'avoir une brique dans le ventre. Un dernier point avant de finir. Euh, J'avais mis dans tous les détails, j'avais déjà parlé avec Delphine lors de la présentation de la complexité d'une action de rénovation pour quelqu'un qui n'est pas dans le secteur. Même pour moi, donc je le disais, je suis en train de rénover une maison. On constate bien, si on veut vraiment en même temps faire les choses bien en termes techniques, demander à différents entrepreneurs, en même temps contacter un auditeur et puis contacter des agences de prêts sociaux pour bénéficier des prêts à taux zéro, sans compter après si on doit contacter l'urbanisme et si on a dû auparavant acheter un logement, donc avoir des contacts avec un agent immobilier, un notaire, un banquier, etc. etc., etc. C'est d'une complexité assez impressionnante, même pour des professionnels. Donc imaginez pour quelqu'un qui veut juste rénover rapidement sa toiture et qui aimerait quand même bénéficier d'une prime, ce que ça représente. Donc il y a tout un tas d'études qui se penchent sur la possibilité d'un one-stop shop, donc de quelque chose qui agglomérerait tout ça. Et là, je pense que Thierry pourra rebondir beaucoup là-dessus dans la suite de son exposé. Alors voilà, je vais pouvoir terminer ma présentation, mais juste un petit point sur ce que moi je propose dans mon doctorat quand même. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaye de construire un modèle du stock bâti qui ne prenne pas uniquement en compte les caractéristiques techniques du bâtiment, la géométrie, la forme et la composition des parois, mais aussi qui intègre les caractéristiques socio-économiques de l'habitant, parce que justement, je pense qu'il est nécessaire d'adapter les différentes propositions politiques et les différentes actions en même temps à la typologie du bâtiment, mais aussi à la typologie des habitants et de mixer tout ça ensemble. Hein. Donc ça, c'est un peu un petit aparté sur ce que moi je fais. Et pour conclure, je dirais que c'est tout à fait intéressant d'avoir Delphine qui m'invitait en mai dernier à présenter un exposé sur cette question-là et à débattre de cette question-là parce qu'on était en plein confinement et en même temps, on voyait bien aussi qu'il y avait une évolution des mentalités sur tout un tas de questions environnementales, sociales et économiques aussi. Et je pense qu'on est aussi à un moment charnière pour ça, où d'un autre côté, on a beaucoup de prise de conscience et on va aussi chercher, je pense, à trouver des moyens de relancer l'économie. Et je crois que la rénovation énergétique a vraiment toute sa place dans ce domaine-là, mais en même temps, je pense aussi que malheureusement, cette relance n'aura qu'un temps et que dans quelques années, on va bientôt nous dire qu'il faut fermer toutes les vannes. Et donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se mobiliser pour mettre en place un changement vraiment d'échelle dans la rénovation énergétique parce que dans quelques années, ce ne sera plus possible. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Thierry Loreys, qui est notre second intervenant, donc qui pourra peut-être enchaîner directement après avoir, je pense, répondu à cette question de l'effet rebond. Mais je vous le représente donc brièvement. Donc, il est le
cofondateur de la coopérative Corénov, qu'il va nous présenter. Et à travers la présentation de cette coopérative et de la philosophie aussi avec laquelle il travaille, il va pointer quelques-uns de ses combats, parce qu'il y a un côté assez militant, engagé chez Thierry, vous allez voir. C'est un enjeu vraiment qu'il prend à bras le corps. Et il va pas mal mettre l'accent sur la problématique du financement de ces projets de rénovation et nous parler aussi des difficultés du côté de l'offre et les solutions qu'il propose avec Corénov pour structurer les PME qui sont parfois en difficulté aussi, même un peu administrative par rapport à cet enjeu. Donc voilà, je vous cède la parole et quand vous le voulez, vous pouvez passer sur votre partage d'écran. Alors, la coopérative Corénov a été fondée par quelques initiateurs du programme POLEC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc Politique locale énergie climat. Donc, nous avons été trouver le gouvernement en 2010 déjà, 2010-2011, pour donner un petit subside à chaque commune pour faire de la planification écologique, donc planifier les réductions de gaz à effet de serre à l'échelle de tout un territoire communal. Coup de chance, au niveau européen, démarrer en même temps la Convention des maires. Et donc, entre 2012 et 2018, environ une bonne quinzaine de bureaux d'études ont été travaillés dans les communes pour établir ces plans. Ces plans qui sont votés à l'unanimité, souvent au conseil communal, pour réduire les gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, donc il reste 10 ans, par rapport aux émissions de 2006. Et un des secteurs qui sort du lot, évidemment, c'est la rénovation énergétique. Ça représente à peu près dans chacun de ces plans environ 23 à 25% des émissions de CO2 à réduire. Donc nous sommes partis de ce constat. Et puis Corénov est né parce que nous avons eu des contacts avec les coopératives citoyennes, vous en connaissez certainement. Donc il y a 16 coopératives en Wallonie qui ont su mobiliser 12 000 citoyens pour cofinancer des projets d'énergie renouvelable. Et parmi ces 16 coopératives, il y a la coopérative Émission Zéro, qui est sans doute une des coopératives les plus solides, qui regroupe plus de 2000 coopérateurs. Nous avons rencontré des administrateurs qui nous ont dit, mais oui, vous avez raison, il n'y a pas seulement que les énergies renouvelables, il faut aussi activer la rénovation énergétique du bâti existant. Et comme vous voyez, l'objectif de Corénov, c'est d'activer un marché de rénovation profonde et globale du bâti existant en Wallonie. C'est-à-dire, on se dit, comment on va faire pour mettre en route différents moteurs. L'élu local est un moteur, certains citoyens qui vont oser rénover, les autres pas encore, et certaines entreprises ont tout intérêt à développer ce marché. Alors, très concrètement, c'est quoi Corénov pour le moment? On a démarré en juin 2018 et vous allez voir que, ben voilà, vous voyez déjà par ce tableau-là que nous travaillons déjà avec 22 communes. Nous avons travaillé sur 480 maisons en rénovation partielle, je le dis tout de suite, et en touchant uniquement à la toute grande majorité une classe moyenne. Et nous avons mobilisé 85 entreprises dans les différentes communes. Ce sont des entreprises, vous allez voir, que nous sélectionnons très très localement. Voilà, vous avez une petite idée de ce que nous faisons, avec beaucoup de problèmes, vous vous en doutez. La méthode, eh bien, ça répond à ce que Guirec vient de vous expliquer. En général, les gens qui vont rénover, ils sont devant un mur au niveau de la complexité administrative. Et donc, nous faisons de l'accompagnement personnalisé de chaque citoyen. Lorsqu'une commune nous engage, nous sommes engagés par les communes, je vais vous expliquer tout de suite, avec un marché public, donc les communes POLEC, eh bien tout d'abord, nous sélectionnons des entreprises locales dans un rayon de 35 km autour de la commune pour faire travailler localement les entreprises, les grandes entreprises générales de travaux. Ça ne les intéresse pas de faire des petites rénovations à gauche à droite, donc nous mobilisons les artisans, les PME d'un territoire. Puis nous allons mobiliser les citoyens. Nous allons lancer des campagnes de promotion avec l'appui de la commune. Donc nous apparaissons comme une campagne d'utilité publique. Et nous faisons des soirées d'information, des plis en toute boîte, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis lorsque les gens s'inscrivent, nous faisons un diagnostic énergétique et simulation financière. C'est une réunion qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie dans le bâtiment à rénover. Et à la fin de cette réunion, chaque citoyen a sur un PC portable directement une analyse énergétique de son bâtiment et une simulation financière que je vais vous présenter d'ailleurs à travers quelques exemples concrets qui démontrent la capacité d'autofinancer le chantier. Ça, c'est vraiment un message clé, autofinancement du chantier. Et vous allez voir que nous travaillons très très fort là-dessus pour faire évoluer cette notion.
Et puis c'est seulement alors que les gens découvrent que payer 1000 euros pour faire un audit logement, vous savez qu'il est obligatoire maintenant en Wallonie, eh bien ça vaut peut-être la peine. Et donc, c'est seulement à ce moment-là qu'ils osent passer par l'audit logement. Nous envoyons des auditeurs que nous espérons très pédagogues, nous essayons de les influencer très fort. Et puis les entreprises que nous avons sélectionnées vont faire leur devis. Et puis nous retournons une deuxième fois chez les gens. Et là, nous faisons ce que nous appelons une réunion d'aide à la décision. C'est-à-dire que nous allons aider les personnes à bien comprendre l'audit, à bien comparer les différents devis, et nous réencodons dans un simulateur, mis au point par Jean Pilier d'ailleurs, qui est un de nos fondateurs et qui assiste à cette réunion, qui a mis au point pour nous un simulateur qui permet de vérifier si on est bien dans la stratégie d'autofinancement. Et à ce moment-là, les gens enclenchent les démarches administratives pour obtenir les primes, les prêts, etc. et passent à la réalisation des travaux. Vous voyez que c'est toute une série de méthodes qui répond très fort aux freins que Guirec vient d'expliquer. Alors, comment ça marche, Corénov? Eh bien, nous activons des financements publics et privés, mixtes. C'est-à-dire que les communes polaines qui se sont engagées à réduire les gaz à effet de serre, eh bien, nous leur disons, voilà, si vous nous engagez, ça coûte autant. Et nous organisons un service gratuit pour vos citoyens. Mais les entreprises que nous avons sélectionnées, elles aussi vont cofinancer le projet. Vous voyez par exemple ici, c'est un ordre de grandeur pour 25 000 habitants. Et il nous faut à peu près 54 450 euros TVA compris sur les communes. Et côté entreprise, là-bas on n'a pas de plafond, c'est-à-dire mieux on travaille, plus les entreprises vont nous payer. Et donc nous espérons qu'au sein de cette petite coopérative Corénov, nous allons pouvoir engager des jeunes pour faire ce travail de médiateur entre les entreprises et les candidats rénovateurs. C'est un marché qui dure 3 ans. C'est un marché qui est renouvelable automatiquement, c'est-à-dire que si la commune, après un an, est contente de notre travail, il n'y a pas besoin de recommencer un marché public, sinon on va perdre en procédure, et il est reconduit automatiquement. Mais à chaque année, la commune peut nous éjecter si nous n'avons pas bien travaillé. Et je le signale que nous sommes payés, vous voyez, toute une partie de notre paiement est fait sur base des devis signés. On arrête de payer des consultants pour faire de belles études. Non, non, il nous faut vraiment des choses très concrètes. Et à partir du moment où le devis est signé, on est à peu près sûr que le travail va être effectivement réalisé. Alors, comment on sélectionne les entreprises? Vous vous en doutez, on a toute une série de critères, etc., toute une procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a un jury de sélection avec des experts plutôt théoriques, ingénieurs, architectes, etc., mais aussi des praticiens, des passionnés, des pensionnés, qui ont des années de travail derrière eux et qui analysent évidemment les devis de ces différentes sociétés. On fait évidemment une évaluation financière de la solidité de ces entreprises. Il y a une évaluation annuelle aussi. On peut éjecter aussi des entreprises qui ne travailleraient pas selon nos critères. En matière de la campagne de mobilisation, et ça c'est très important et ça rejoint tout l'exposé que vous venez d'avoir, c'est d'insister pour que la commune présente ce travail-là comme un service gratuit aux citoyens. Je vous ai dit, nous voulons activer plusieurs moteurs, à la fois des élus locaux, à la fois des entreprises, etc., pour enclencher un nouveau marché. Et donc il est important que les élus disent, mais nous vous offrons, à vous tous citoyens, un service gratuit. Et ça rejoint très fort l'exposé précédent, puisque nous mettons en avant l'idée d'améliorer surtout le confort de la maison. La partie climat, c'est vrai que c'est notre raison d'être, mais elle vient bien après, c'est tout à fait marginal, la motivation pour le climat. Donc c'est surtout le confort. Et dès la première visite, comme je vous ai expliqué, on va leur faire découvrir l'autofinancement, et même dans certains cas, des gains financiers annuels tout en remboursant l'emprunt. Je vais expliquer ça tout de suite par des chiffres, en exemple. Voici déjà un exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je crois qu'il faut couper les caméras. Est-ce que vous voyez bien le chiffre ici? On voit très bien, oui, oui. Oui, ça va? Tout le monde le Oui, voit oui, ici? oui. Voilà. Donc vous Normalement, oui. voyez ici, c'est un exemple complètement théorique en milieu rural. Donc l'isolation simplement d'un toit, 100 mètres carrés. Une chaudière biomasse, vous savez que ça coûte assez cher, c'est plus ou moins 16 000 euros. Et le photovoltaïque, 6 360 euros. Vous voyez qu'on n'est pas loin des 30 000 euros. Et les primes que vous voyez et déductions fiscales, c'est lié à des gens qui gagnent relativement bien leur vie, en dessous de 97 700 euros et au-dessus de 43 200 euros.
Et vous voyez on va chercher 5 408 euros. Vous allez voir que dans les autres exemples, moins on gagne, plus les primes sont élevées et beaucoup de personnes ne savent pas ça, on vous l'a dit. Donc on se retrouve avec un investissement net de 23 000 euros, 24 000 à peu près. Et vous voyez ici qu'un prêt en 20 ans à 0%, les économies d'énergie vont être supérieures au remboursement du prêt. Bien sûr, il y a l'effet rebond, l'effet pré-rebond, etc. Je sais bien. Mais pour motiver les gens, il faut quand même leur faire apparaître un scénario qui est positif. Même si, quand on va faire le calcul exact sur la maison, on n'arrivera peut-être pas à ce résultat aussi positif, hein, mais ils vont voir que ça peut s'autofinancer dans certains cas. Par contre, si on fait un prêt à tempérament, vous savez que les prêts à tempérament avec les banques, on ne peut pas aller au-delà de 10 ans, c'est la loi. Et j'ai pris ici un exemple, prêt en 10 ans à 1,8% avec un investissement beaucoup moindre. Et vous voyez que ça, c'est moins intéressant. Donc les prêts à tempérament, c'est nettement moins intéressant. Et il y a d'autres astuces, c'est le fait de faire un encours sur le prêt hypothécaire. Ça, c'est jouable aussi. Mais plus le prêt est long, et le taux très bas, comme on connaît pour le moment, plus c'est intéressant puisque les mensualités seront inférieures aux économies d'énergie. Alors comme vous le savez, la région wallonne veut atteindre, c'est dans son plan, hein, d'ici 2050, pratiquement tous les bâtiments devraient être en label A. Pour ceux qui connaissent un peu le travail de la construction, nous disons que ça va être très très difficile. Label A, on est quasiment dans une maison passive. Label B, oh oui. Label A, ce sera occasionnel. Donc déjà là, c'est pas facile à atteindre, mais le label B, on est loin, loin du compte avec la pratique de Corénov. Alors, ce que nous proposons pour le moment, c'est de travailler sur ces tableaux-ci. Vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien les chiffres. Ça va, vous les voyez bien? Oui, Oui, ça va, pas de problème. Voilà, vous voyez ici tout au-dessus, c'est pour un ménage qui a un revenu, 43 200 euros, donc c'est C4, on appelle ça C4, c'est là où on a le moins de primes. Et si on veut faire une rénovation globale, voici des prix moyens que nous avons dégagés de notre pratique. On est donc au-delà des 90 000 euros, avec prime 9 695 euros. Vous voyez ici que les économies d'énergie, théoriques bien sûr, sur base d'une consommation de 2500 litres de fuel ou de gaz, ou de mètres cubes de gaz, et bien ici aussi on serait un remboursement, en 30 ans à 0%, eh bien on aurait un remboursement annuel qui serait inférieur aux économies d'énergie et on ferait un gain annuel. Nous pensons que ce cas de figure sera vraiment intéressant pour enclencher les premières rénovations énergétiques globales, puisque bien souvent, pour le moment, comme on n'a pas accès à ce genre de... Vous savez que les prêts à taux 0%, c'est 60 000 maximum, eh bien on n'y arrive pas. Hein. La plupart des gens ne vont pas faire des rénovations aussi importantes s'ils n'arrivent pas à les autofinancer. Je pense que c'est un argument important. Maintenant, si on passe près donc de 60 000 à 100 000, vous voyez que même pour les très très bas revenus, 23 000 euros, et je peux vous dire qu'on y est vite, hein, une dame seule avec 2 enfants à charge, elle se retrouve à 23 000 euros, et bien ici le gain est plus important. Vous allez me dire, oui mais attention, l'effet rebond, effectivement, on pourra atteindre ce gain annuel à condition de faire attention aux économies d'énergie, donc ça sera une motivation en plus. Évidemment, Guirec a apporté la notion de pré-rebond. Effectivement, ça sera peut-être moins intéressant, mais c'est une hypothèse de travail qui permettrait de mobiliser plus facilement toutes les catégories sociales. On parlera tantôt propriétaires et locataires, qui est encore un autre problème. Alors, ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, c'est d'obtenir un prêt lié au bâtiment et pas à la personne. Alors ça, c'est l'Institut Négawatt France arrive aux mêmes conclusions que nous. Négawatt France a analysé l'expérience d'Oremi, qui est un peu le copier-coller de Corénov, et qui dit la même chose que nous. Si nous voulons vraiment mobiliser massivement les citoyens, il faut arriver à faire un prêt qui est lié au bâtiment, et vous voyez qu'ici, il n'y a plus aucune prime de l'État. C'est un prêt sur 50 ans, donc c'est-à-dire que quand la maison est vendue, on vend le prêt énergie avec. C'est-à-dire que le prêt, il est lié aux économies d'énergie et pas à la personne. Nous avons sondé la direction de Belfus avec ça. Belfus ne nous a pas dit non. Il nous a dit
Ouais, techniquement, c'est possible. Financièrement, il faudra faire passer la pilule parce que nos actionnaires gagneront moins, mais plus longtemps, et sur un marché excessivement stable. Mais nous ne pouvons pas. Il faut une nouvelle loi au niveau du Parlement fédéral pour arriver à faire ça. Et c'est ici qu'entre en jeu, oui, j'y viendrai après, c'est vrai que je vais peut-être un peu vite en besogne, mais ce prêt à taux 0%, nous allons essayer d'obtenir avec un projet de recherche du CSTC. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais je viens maintenant au problème de l'offre. Le problème de l'offre, c'est que, comme je vous l'ai dit, on mobilise des artisans et des PME, des petites entreprises locales. Elles sont pratiquement toutes débordées de travail. Ils sont trop peu nombreux en termes de travailleurs. Et pour engager de nouvelles recrues, les processus administratifs pour obtenir les aides à l'emploi sont très complexes. Ils ont une très mauvaise expérience des derniers engagements qu'ils ont faits, parce qu'ils tombent sur des jeunes qui, après 2 3 mois, s'en vont. Ils ont très difficile à trouver des jeunes, parce que c'est un travail manuel et donc il a été très peu valorisé. Et ils n'ont aucune pédagogie pour encadrer les jeunes et pour leur donner la fierté et le goût du travail après quelques mois. En termes de techniques de rénovation globale, très peu ou pas d'expérience dans le domaine. Et il y a peu de demandes. Peu de clients demandent en fait ce genre de rénovation globale et profonde. Alors, nous avons déposé un projet de recherche qui s'appelle Living Lab, laboratoire vivant, à la région wallonne, avec le CSTC, qui est très intéressé par notre pratique parce que, en parallèle, le CSTC travaille avec la Confédération de la construction pour lancer un grand plan de rénovation énergétique euh, en Wallonie. Le but de cette recherche, ça va être de trouver des outils de communication vers les citoyens et les entreprises par rapport à la rénovation globale. Là, ça rejoint l'exposé précédent. Nous voulons mieux comprendre qu'est-ce qui motiverait une personne et à quelles conditions elle serait d'accord de se lancer dans une rénovation globale. Imaginez, vous allez près d'une vieille personne et vous lui dites, ben voilà, ici, on va y rénover tout. On va refaire votre toit, isoler le toit, isoler les murs, isoler le sol. Mais la personne va tout de suite dire, et moi je vais vivre où pendant ce temps-là? Vous imaginez, il y a des personnes qui peuvent vivre dans un chantier, d'autres pas. Donc nous allons essayer d'étudier convenablement à quelles conditions, et ça il faudra le transmettre aux élus, au gouvernement wallon, en disant ben, peut-être bien qu'il faut prévoir des logements provisoires pendant qu'on fait une rénovation globale, etc. Il y aura peut-être d'autres demandes qui vont surgir. La même chose avec les entreprises. À quelles conditions elles seraient prêtes de se lancer dans le marché de la rénovation globale et d'engager des personnels. Quant au mode de financement, nous allons travailler à la fois donc, sur l'autofinancement de la rénovation globale, et je vous ai montré par cette hypothèse de travail le prêt lié au bâtiment et pas à la personne, et ce compris pour les locataires. Alors pour les locataires, nous avons découvert qu'en France, il existait une convention entre locataires et propriétaires, une convention volontaire, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut envisager de faire des travaux d'économie d'énergie si son locataire est d'accord notamment de lui reverser une partie des économies d'énergie. Imaginons que le locataire va faire 800 euros d'économie d'énergie par an, eh bien il en reverserait 400 à son propriétaire pour rembourser l'emprunt, et 400 il le garderait pour lui. Donc ce serait win-win. Mais c'est quelque chose de très difficile à faire passer parce que depuis longtemps en Wallonie, il s'agit vraiment de protéger les locataires pour notamment le PS, et c'est tout à fait légitime. Et comment faire pour faire évoluer cette législation et permettre ce déblocage. Mais si jamais le propriétaire peut avoir un prêt de très longue durée lié au bâtiment, eh bien il pourrait y voir un intérêt pour valoriser son patrimoine. Et puis en fait, on va aussi travailler sur les méthodes avec toutes ces petites entreprises pour qu'elles acquièrent une méthodologie pour réaliser des rénovations globales qui demandent de la coordination sur chantier. Voilà, en quelques mots, ce que nous sommes en train de faire, mais j'y reviendrai sur ce prêt lié au bâtiment qui est sans doute la chose la plus importante. Cette recherche laboratoire vivant, nous espérons avoir les premiers résultats pour fin 2022. Nous espérons bien sûr obtenir le financement de la région wallonne pour pouvoir mener à bien ce travail, puisque c'est un programme de recherche qui sera parallèle à notre développement de Corénov. Alors pour le moment, dans Corénov, nous sommes 3 à y travailler directement, mais on a aussi des administrateurs qui s'impliquent très très fort, notamment Jean Pullier, qui est notre informaticien et qui a numérisé tout notre fonctionnement.